La conscience. Premièrement, les définitions. Étymologie. Le terme de conscience vient du latin cum et scienta qui veut dire avec la science. La conscience est ce qui accompagne le savoir qui donne la connaissance. Sens usuel. Dire je suis conscient, cela veut dire je me rends compte que, je réalise, je comprends que, je sais que. Sens philosophique. Pour la philosophie, la conscience est une des données fondamentales de l'esprit humain. Elle est l'intuition qu'a l'esprit de ses propres actes, états ou objets. Ainsi, Descartes identifie-t-il la pensée à la conscience lorsqu'il écrit « Par le mot de pensée, j'entends tout ce qui se fait en nous de telle sorte que nous l'apercevons immédiatement par nous-mêmes. C'est pourquoi non seulement entendre, vouloir, imaginer, mais aussi sentir est la même chose ici que penser. » La conscience alors ne renvoie ni à une faculté sensorielle précise, comme par exemple la perception visuelle, ni à une faculté mentale précise, par exemple la mémoire, mais elle renvoie à la saisie interne, immédiate et synthétique des facultés de connaissance. Conscience spontanée et conscience réfléchie. Dans ce travail préalable de définition, il est possible de distinguer la conscience spontanée de la conscience réfléchie. La conscience spontanée, qui est la conscience première, immanente à ma présence au monde, c'est-à-dire qui est dans ma présence au monde, et qui accompagne mes représentations du monde. Elle renvoie à l'immédiateté de mon être là, et malgré la saisie plus ou moins claire de mon être là dans la vie quotidienne, il n'est pas possible de séparer mon être là de cette conscience première engagée dans le monde en même temps que moi. La conscience réflexive, qui est la conscience se prenant elle-même pour objet. La faculté inhérente à ma conscience de se dédoubler, c'est-à-dire de saisir ma conscience avec ma propre conscience. D'ailleurs, avec quoi d'autre ? Elle correspond à ce qui est ici appelé conscience réflexive. Le terme de réflexion renvoie étymologiquement à cette capacité de faire retour sur soi. Il est possible de dire que c'est par cette faculté ou ce privilège d'être pour soi que la conscience est essentiellement et authentiquement une conscience. La conscience est d'abord de soi ou pour soi. Le concept de pour soi, für sich en allemand, désigne dans la philosophie de Friedrich Hegel la conscience humaine. Il écrit dans son Esthétique « Les choses de la nature n'existent qu'immédiatement et d'une seule façon, tandis que l'homme, parce qu'il est esprit, a une double existence. Il existe d'une part au même titre que les choses de la nature, mais d'autre part il existe aussi pour soi. Il se contemple, se représente à lui-même, se pense et n'est esprit que par cette activité qui constitue un être pour soi. » Reprenant cette distinction hegelienne, Jean-Paul Sartre lui aussi opposera le pour soi et l'en soi, distinguant ainsi la conscience humaine. Capable de se saisir elle-même, pour soi, de l'objet non humain replié sur lui-même et bloqué dans l'opacité massive de la non-conscience. Le sens moral. Le terme de conscience est parfois employé pour désigner la propriété qu'aurait tout esprit humain de porter de façon spontanée et immédiate des jugements normatifs ou moraux sur la valeur de certains actes. Par exemple, au tout début de la philosophie, nous rencontrons avec la figure de Socrate la présence de cette voix intérieure de la conscience, qui se manifeste sous la forme interne d'un commandement et qui dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire eu égard à la loi. Dans plusieurs textes de Platon, on peut voir Socrate entendre une voix intérieure, d'une sorte de daimon, qui lui interdit certains actes, cette voix intérieure passant alors pour un équivalent de la conscience morale. Deuxièmement, conscience et cogito cartésien. La philosophie du cogito. Pour tout ce passage, il faudrait voir les notes et les résumés que nous donnerons en leçon plus tard sur le discours de la méthode. L'œuvre de René Descartes passe pour être au fondement de ce qu'il est convenu d'appeler la philosophie du sujet. À cet égard, les textes relatifs au cogito dans le discours de la méthode, mais aussi dans les méditations, jouent un rôle fondamental pour la pensée occidentale. Le cogito ergo sum vient au terme d'une démarche philosophique par laquelle Descartes a entrepris de douter de tout. Dans le discours de la méthode, Descartes a douté d'abord des opinions courantes et des mœurs relatives à son lieu et à son temps. Puis il a douté des sens qui peuvent être trompeurs. Ensuite, il s'est efforcé de douter des raisonnements et enfin il a douté de tout, à savoir de sa propre existence consciente, et cela au nom de l'illusion et du risque de confusion entre le rêve et la réalité. Mais arrivé au terme du doute, il continue en écrivant le fameux « Je pense donc je suis », ce qui veut dire en un premier sens « Je doute donc je suis ».
Je doute parce que douter est une opération pensante et que douter au bout du compte implique l'existence d'un sujet qui doute. Je peux m'efforcer certes de douter de tout, mais si je doute de tout, il faut bien néanmoins qu'il y ait quelqu'un qui doute, sinon il n'y aurait pas de doute de tout. Descartes clôture le doute et en même temps inaugure une vérité première qui est selon lui un axiome évident. Il voit rationnellement qu'il existe par le fait même de penser, c'est-à-dire d'être une conscience pensante. Pour Descartes, ce n'est pas par le corps que l'homme se prouve et s'éprouve à lui-même, mais c'est par l'esprit conscient qu'il s'appréhende, qu'il se conçoit, qu'il se fonde en vérité. C'est la conscience pensante qui fait être l'être humain. Le cogito implique la forme ego, c'est-à-dire le je, ou encore le fait d'être sujet. Être sujet, c'est certes répondre à la question qui ou qui est-ce qui, mais c'est aussi s'atteindre soi-même comme je. L'existence qui s'atteste elle-même s'appréhende elle-même comme présence à soi, et c'est cette présence à soi lucide et translucide qui est l'identité même du sujet. Le cogito est l'histoire du sujet, de l'être capable du je, c'est-à-dire de l'être conscient. Le sujet conscient dans la philosophie cartésienne. Être un sujet, c'est pour Descartes être d'abord et essentiellement un être conscient et pensant. La conscience est alors un pouvoir de mise en lumière qui assure au sujet la transparence à soi et la clarté de l'intelligibilité. La conscience permet de comprendre mais surtout de se comprendre, d'y voir clair et de se saisir en vérité. Descartes, dans le passage du Cogito, dit que la conscience arrive à lutter contre les puissances de l'illusion et à triompher d'elle. Être sujet implique un primate et un privilège de la conscience. Je suis au cœur de moi-même et je possède en conséquence une place privilégiée pour savoir qui je suis. Cela veut dire que selon cette conception cartésienne, il ne saurait y avoir de face obscure de la conscience, par exemple un lieu d'illusion ou un repli d'inconscient, qui ferait qu'elle ne serait pas vraiment et complètement consciente de ces objets de conscience. Être un sujet, c'est ensuite s'appréhender en tant que je. Pour Descartes, il s'agit d'une évidence rationnelle. Ego et cogito ne se séparent pas. Il est impossible de penser la pensée d'un autre dans l'acte existentiel du penser conscient. Tel est le schème fondamental de l'identité. Il est rationnel de dire je et je, ou je suis je, et en conséquence, il est absurde de dire je est un autre, ou je suis un autre. Être un sujet, c'est être soi-même, le même que soi, malgré les changements et les altérations possibles qui affectent notamment le corps. Le cogito suppose une foncière unité du moi et c'est cette unité qui me donne alors ma vraie identité. Quand je dis je, j'identifie nécessairement la conscience au moi, je m'atteins en propre en moi-même. Et cette opération n'est pas extérieure mais intérieure. Le je n'est pas quelque chose d'appris et de récité, mais il est l'opération du sujet qui se rencontre lui-même mentalement. De plus, l'en propre n'est pas de l'ordre de l'avoir, mais de l'être. Être un sujet, enfin, c'est être capable de s'ordonner autour d'un je, ce qui veut dire que c'est être capable de se maîtriser, d'être responsable de ses pensées comme de ses actes. La conscience permet à l'homme de se diriger, d'être autonome, ce qui veut dire de se donner des ordres à soi-même. Tel est le concept de volonté dans la philosophie de Descartes. La volonté est la faculté qui permet à l'âme consciente de dominer le corps. Par la conscience, le sujet humain est capable de recul, de choix, de liberté, mais aussi et surtout de domination sur soi. L'être humain alors n'est pas seulement un corps qui fonctionnerait automatiquement, mais il est surtout et d'abord un sujet conscient qui peut espérer imposer son ordre. Là aussi, il y a une hiérarchisation implicite entre la conscience idéale et le corps matériel. Il y a une antériorité ontologique de la conscience sur le corps. La conscience fait naître le sujet à lui-même et le sujet peut être maître de lui-même. Troisièmement, la notion de conscience dans la philosophie de Jean-Paul Sartre. Au croisement entre la tradition rationaliste française et la phénoménologie allemande, l'œuvre de Jean-Paul Sartre propose elle aussi une exploration de la notion de conscience. La conscience comme intentionnalité. Peut-on imaginer une conscience qui ne serait que conscience sans être conscience de quelque chose ? Le phénoménologue Edmund Husserl, le premier, a insisté sur cette caractéristique de la conscience qui est selon lui une dimension transcendante, c'est-à-dire a priori, à savoir que toute conscience est nécessairement conscience de.
ce qu'il indiquera aussi par le concept d'intentionnalité. Ainsi, écrit-il sur ce point dans ses méditations cartésiennes, les états de conscience sont appelés intentionnels. Le mot intentionnalité ne signifie rien d'autre que cette particularité foncière et générale qu'a la conscience d'être conscience de quelque chose, de porter en sa qualité de cogito son cogitatum en elle-même. Dans cette conception, toute conscience se définit par sa visée et il est difficile en ce sens de séparer absolument le sujet conscient et l'objet saisi par la conscience de l'autre. La conscience est un acte vers, un projet, une projection perpétuelle vers le monde, un éclatement en direction d'eux. Étymologiquement, projet vient du latin pro qui veut dire en avant et du verbe jeter. Toute conscience se jette nécessairement en avant d'elle-même pour atteindre le monde. Ce caractère de sortie hors de soi se retrouve dans le concept d'existence, ou si l'on veut mieux, d'existence. Sartre dira de la conscience qu'elle est existence. Le terme existence vient du latin ex qui veut dire hors d'eux, et de sistere qui veut dire se tenir. Seul l'être humain conscient existe. Un objet non humain a de l'être, certes, mais il n'existe pas. Jean-Paul Sartre écrira qu'il insiste. Aucune conscience ne peut se tenir purement et simplement à l'intérieur d'elle-même, à la différence de l'objet. Toute conscience est condamnée à se fuir pour s'atteindre et atteindre le monde. Elle est condamnée à cette perpétuelle sortie hors de soi pour être soi, à ce perpétuel débord qui s'extasie vers le monde. Sartre écrit dans Situation 1 « La conscience et le monde sont donnés d'un même coup. Extérieur par essence à la conscience, le monde est par essence relatif à elle. C'est que Husserl voit dans la conscience un fait irréductible qu'aucune image physique ne peut rendre, sauf peut-être l'image rapide et obscure de l'éclatement. Connaître, c'est s'éclater vers, s'arracher à la moite intimité gastrique pour filer là-bas, par-delà soi, vers ce qui n'est pas soi, là-bas près de l'arbre et cependant hors de lui, car il m'échappe et me repousse, et je ne peux pas plus me perdre en lui qu'il ne peut se diluer en moi. Afin de différencier la conscience qui est toujours relative au monde de l'objet qui est jeté dans le monde mais qui d'une certaine façon n'y est pas ou plutôt est sans monde, Jean-Paul Sartre réservera le concept d'être au monde au sujet humain conscient et le concept d'être dans le monde pour l'objet non conscient. La conscience comme non-chose. Si donc la conscience est nécessairement conscience de quelque chose, elle n'est jamais elle-même une chose. La philosophie de Sartre a tenté de déchosifier, de désubstantiver la conscience, de la penser comme l'autre radical de la chose. Pour Sartre, ce qui caractérise les choses telles que les intentionne la conscience, c'est leur opacité, leur massivité de substance inerte, leur fermeture à tout, alors que la conscience est tout entière transparence à elle-même, ouverture vers. Pour Sartre, le jeu du je pense ne saurait être considéré comme une sorte d'habitant de la conscience, principe unificateur de toute son activité antérieure à la conscience elle-même et qui se tiendrait en arrière de toutes ses opérations. Je suis tout entier et inséparablement engagé dans la conscience, non pas que j'ai, mais que je suis. Pour Sartre, l'ego transcendantal, sorte de personnage en retrait, sujet alors saisi comme une présence objective, formerait en réalité une tache aveugle au fond de la conscience, un caillou au fond de l'eau. Il introduirait l'opacité dans la transparence à soi. En somme, un être humain conscient n'est jamais antérieur, ni intérieur, ni extérieur à sa conscience. Il est conscience. Pour souligner la singularité de l'être humain conscient, Heidegger, dans Sein und Zeit, comme dans le reste de son œuvre, se sert du vocable allemand de Dasein. Da veut dire là, et Sein, être. L'être humain est là et il sait qu'il est là. Il ouvre le monde et le soi dans le là. Le Dasein sait qu'il y est. Sartre lui aussi, à la suite d'Heidegger, insistera sur la différence entre l'être conscient et la chose. La chose ne sait pas qu'elle y est, et donc elle ne s'ouvre pas à elle-même sur le mode questionnant. Seule une conscience peut poser la question de son être, seule elle sait qu'elle diffère de la chose. C'est pourquoi Sartre définit l'être humain conscient comme l'être pour lequel il est dans son être question de son être, en tant que cet être implique un autre que lui. Intéressons-nous maintenant à la conscience, à l'inconscient et au sujet. Ni une chose, ni un ordinateur, ni un animal ne peuvent se dire « c'est moi qui suis en train de lire cette page ». Seul un sujet peut le faire. Mais quels sont les attributs qui permettent de dire d'un être qu'il est un sujet ?
Pour être un sujet, il faut d'abord être doté d'une conscience. Par sa conscience, un sujet a directement accès à son propre monde intérieur. Je peux savoir si j'ai soif. En conséquence, il se représente lui-même dans ce qu'il vit à la première personne. Pour être un sujet, il faut aussi qu'il soit l'auteur de ses actes. Je décide de continuer à lire. Enfin, pour être un sujet, il doit s'appréhender comme une identité singulière, identité, parce qu'un sujet reste le même au travers de ses différents états, singulière parce qu'un sujet est un être unique et distinct des autres. Autrement dit, un sujet est un être qui a conscience de ce qu'il vit, de ce qu'il fait et de ce qu'il est. Un tel sujet existe-t-il réellement? La question se pose en particulier depuis que cette idée de l'homme comme d'un être transparent à lui-même, maître de ses pensées, de ses actes et d'une entité homogène a été remise en cause par la découverte de l'inconscient, c'est-à-dire par l'existence en l'homme de pensées et de forces auxquelles sa conscience n'a pas accès. Chaque sujet est dès lors amené à se poser les questions suivantes. Ne suis-je pas victime d'une illusion quand je prétends me connaître, alors que certaines pensées sont telles que je ne peux y accéder? Suis-je encore l'auteur responsable de mes actes si une incertitude plane sur la maîtrise que je peux avoir de moi-même? Suis-je même certain d'avoir une identité définie, stable et homogène? Si l'on prend en compte la séparation de notre psychisme entre conscience et inconscient, l'idée de l'homme comme sujet est-elle toujours légitime? On appelle sujet un être qui a conscience de lui-même. Cette conscience fait de lui une personne. Mais cette conscience qui lui fait savoir qu'il est lui suffit-elle à lui faire connaître ce qu'il est? Il semble que le sujet devrait savoir et mieux que quiconque ce qu'il est, puisque ce qu'il est apparaît à sa conscience. Quand il est malheureux, il en a conscience. Cependant, chacun de nous sait qu'il lui arrive de se tromper sur la nature de ce qu'il éprouve. Un sujet peut se tromper sur ce qu'il est, mais il y a au moins une chose dont il ne peut pas douter. Selon Descartes, au moment où je pense, je suis tellement présent à ma propre pensée que je ne peux douter d'exister. Mais cela ne donne pas pour autant au sujet la connaissance de ce qu'il est en tant que personne concrète. Il faut distinguer ce qui est indubitable, je suis en train de penser, de ce dont on peut toujours douter. Qui suis-je exactement ? Autrement dit, même si ce que je pense est faux, même si je confonds le rêve et la veille, même si je suis trompé par des illusions, néanmoins c'est moi qui pense. En d'autres termes, quand je me pense, ma seule certitude porte sur le fait que je pense et non sur qui je suis, concrètement et psychologiquement. Pourtant, le fait d'être un sujet et d'en être conscient ne devrait-il pas me conférer un avantage définitif pour me connaître, par le recours à l'observation directe de ce qui se passe en moi? En effet, la conscience est d'abord une perception de ce que je vis, et cette perception a ceci de particulier qu'elle est la mienne. Il suffirait, semble-t-il, que je m'observe moi-même pour pouvoir m'analyser et me comprendre. Qui d'autre pourrait le faire mieux que moi? Ainsi, comme l'écrit Rousseau, je sens mon cœur. La confession, le journal intime ainsi que les mémoires reposent sur cette idée que la sincérité du sujet envers lui-même est un gage suffisant de vérité. Ne considère-t-on pas en effet l'autobiographie comme supérieure à la biographie en termes d'authenticité? Mais regarder en soi par un effort d'introspection n'est pas un procédé infaillible. Je peux me tromper en interprétant mes sentiments ou mes actes, car je suis loin d'être un observateur impartial. Derrière l'élan que j'attribue à ma générosité, n'y a-t-il pas un secret désir d'être félicité ou admiré? Derrière mon amour que je crois désintéressé, n'y a-t-il pas le souci égoïste d'être aimé par l'autre? Je m'aperçois en effet, lorsque je suis emporté par la colère ou par la peur, que l'état affectif dans lequel je me trouve peut altérer la perception de mes propres sentiments. Comment pourrais-je donc prétendre me connaître alors que je ne peux, à proprement parler, m'observer objectivement? Les moralistes comme La Rochefoucauld, quand il écrit que l'esprit est toujours la dupe du cœur, ont montré combien la connaissance que le sujet croit avoir de lui-même pouvait être illusoire. À cette difficulté de se connaître s'ajoutent les problèmes posés par l'hypothèse psychanalytique. Le psychisme du sujet serait séparé en deux parties, dont l'une, l'inconscient, échappe à l'autre, la conscience. Freud émet cette hypothèse dans le but de rendre compte de tous les phénomènes psychiques, même ceux qui semblent dépourvus de toute signification, comme de dire un mot pour un autre, d'avoir un tic ou de ne pas se réveiller un matin d'examen. Tant chez le sujet psychiquement malade que chez l'homme dit normal, tout acte humain a un sens. Les idées, les mots, les gestes ne surgissent pas sans raison ni motif. Simplement, ce sens n'est pas accessible à la conscience parce qu'il exprime des faits dont le souvenir est insupportable, des traumatismes ou des désirs qui sont incompatibles avec la vie sociale et qui se trouvent pour cela censurés. C'est l'ensemble de ce qui est refoulé et ne peut pas accéder à la conscience du fait d'une censure que Freud désigne sous le nom d'inconscient. Plus précisément, Freud distingue dans le psychisme trois acteurs. Le ça, qui contient les pulsions, le surmoi qui représente la loi censurant les pulsions du ça,
et le moi qui dirige les actions de la personne. Or, certaines forces venues du ça, des désirs sexuels par exemple, sont incompatibles avec les exigences du surmoi et avec l'image que le moi veut avoir de lui-même. Ces pensées entrent pour cela en conflit avec le moi qui les refoule. Le moi ne les connaît plus et n'a donc plus de pouvoir sur elles. D'où l'affirmation de Freud, le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Voilà pourquoi la connaissance que nous avons de nous-mêmes est imparfaite. Le phénomène du refoulement ne concerne en effet pas seulement les cas de maladie du psychisme, on le constate chez tout être normal. Dans la vie quotidienne, il se manifeste sous la forme de lapsus, d'actes manqués, bref, sous l'apparence d'échecs, de ratés de notre comportement qui échappe à la conscience. Freud considère que ces ratés de la vie consciente sont autant de symptômes, c'est-à-dire de faits significatifs venus de l'inconscient. Faut-il en conclure que nous serions condamnés à ignorer absolument ce que nous sommes? Non, car les symptômes peuvent faire l'objet d'un décryptage, d'une interprétation. Ainsi, bien que la théorie de Freud mette en lumière l'écart et la distorsion entre ce que nous sommes au fond et la connaissance que nous avons de nous-mêmes, nous ne devons pas en conclure qu'elle proclame impossible toute connaissance vraie de soi. Loin de prétendre que nous ne pouvons pas connaître le sens profond de nos actes, Freud affirme que tous nos actes ont un sens interprétable même quand ce sens n'est pas actuellement accessible à la conscience. L'inconscient n'est pas un lieu souterrain définitivement inaccessible, une entité cachée, inerte. Il agit au travers d'un ensemble de manifestations dont le sens est partiellement connaissable si le sujet s'en donne les moyens. D'une façon plus générale, la connaissance de soi exige une interprétation qui est elle-même permise par la présence active d'un tiers. C'est le rôle qu'entend jouer le psychanalyste durant la cure psychanalytique. Son rôle consiste à aider le sujet à surmonter un trouble psychologique en faisant venir à sa mémoire et à sa conscience ce qui est à l'origine de ce trouble, afin d'en supprimer le refoulement. Cette origine oubliée s'exprime indirectement par des symptômes, rêves, obsessions, angoisses, qui sont autant de symboles à déchiffrer. Au cours de la cure, les sentiments refoulés du patient s'expriment notamment sous la forme d'un transfert par lequel l'analyste devient l'objet de sentiments d'amour et de haine qui ressurgissent de l'enfance de son patient. Le psychanalyste sert ainsi de révélateur. Le patient a besoin de lui pour faire disparaître le conflit maladif dont son psychisme est affecté, sa névrose, car il ne peut pas faire seul le travail d'interprétation sur ce qu'il a lui-même inconsciemment refoulé. Mais c'est le sujet lui-même qui doit s'interpréter et non un tiers, en l'occurrence l'analyste. Si la pensée de Freud a bouleversé notre conception du sujet, c'est parce que l'hypothèse de l'inconscient met à nu les raisons de se méconnaître et offre les moyens de se reconnaître par la réappropriation par chacun de son histoire singulière. Aussi, la connaissance de soi n'est-elle pas une évidence initiale? Elle suppose au contraire un effort difficile contre les illusions que nous nous faisons spontanément sur nous-mêmes. S'il nous est difficile de nous connaître, nous pouvons interroger le regard d'autrui dans la mesure où il n'a pas nos raisons de nous voir autres que nous ne sommes. Si je prétends être un grand pianiste, il faudra que d'autres que moi me reconnaissent ce talent et lui confèrent ainsi une certaine objectivité. Je suis donc voué pour le meilleur et pour le pire à me connaître en passant par le regard d'autrui. Être sujet, ce n'est pas seulement tenter de se connaître, c'est aussi s'efforcer d'être l'auteur de ses actes. Un objet passif, ballotté par les circonstances et dépourvu de volonté propre, est l'exact contraire d'un sujet moral susceptible d'orienter son action en procédant à des choix personnels. Si l'on définit le sujet comme responsable, c'est parce qu'il peut répondre de ses choix et d'une façon générale de ses actes. Il n'en est pas seulement l'agent, comme un acide est un agent de corrosion, mais aussi l'auteur, comme un écrivain est l'auteur de son roman. Cela suppose qu'il ait conscience des raisons et des conséquences de ses actes. Or, cette conscience, l'enfant ne la possède pas immédiatement. Et, plus généralement, ne peut-on craindre que du fait de l'existence de l'inconscient, elle ne soit jamais vraiment suffisante pour faire de nous tous des sujets responsables. Pour être considéré comme responsable d'un acte, une personne doit être consciente d'avoir agi et reconnaître dans cet acte son intention propre. Cette pleine conscience n'est pas innée, d'où la difficulté de tenir un enfant pour responsable. Jean Piaget montre dans ses travaux que jusqu'à 6 ou 7 ans, un enfant évalue la gravité d'un acte avant tout en fonction de l'importance des dommages qu'il occasionne. Il est plus sensible aux résultats objectifs qu'à l'intention subjective. Il trouvera par exemple plus répréhensible de casser 10 assiettes par accident que d'en casser une seule en le faisant exprès. La notion de responsabilité apparaît chez le jeune enfant dans sa relation avec les autres enfants de son âge, et c'est dans ce contexte que se développe un jugement capable d'opérer la distinction entre le résultat de l'acte et l'auteur de cet acte, distinction sans laquelle la notion de responsabilité est vide de sens.
Il faut également savoir où finit la conscience et dans quel cas le sujet est hors de cause. L'aliénation mentale, lorsqu'elle supprime chez le meurtrier la capacité de discerner le bien du mal, peut justifier qu'il soit soustrait à la justice et confié à la médecine. On considère en effet que ni au moment des faits ni dans le temps du jugement il n'est capable de répondre de ses actes. En revanche, le droit reconnaît comme responsable une personne qui, malgré une irresponsabilité partielle de son acte, est susceptible de prendre progressivement conscience de la nature d'un acte qu'elle a pu commettre dans un état d'inconscience relative. La possibilité d'imputer un acte à quelqu'un repose donc sur la conscience qu'il a d'en être l'auteur. Ainsi, il pourra en répondre si on le questionne, de même que des conséquences de son acte, comme si chacune de ces conséquences pouvait et devait lui être imputée. L'homme responsable est celui qui agit en pensant qu'il devra répondre de ses actes et qui donc veut en répondre. Que faire lorsque certains de mes actes ne sont pas issus de ma conscience et de ma volonté? Cette difficulté conduit Aristote à distinguer ce qui est fait de plein gré ou contre le gré de celui qui agit, et fait de plein gré ce qui dépend de l'agent, et ce qu'il fait en sachant ce qu'il fait. Il est alors l'auteur de son acte. Le problème devient plus complexe quand on a des raisons d'attribuer un acte à des intentions inconscientes. Si j'ébouillante quelqu'un par accident et si cet acte est en réalité l'expression d'un désir inconscient, s'il est ce que la psychanalyse appelle un acte manqué, puis-je me prévaloir de mon aveuglement pour m'exonérer de toute responsabilité? Certes, ma responsabilité est atténuée du fait du caractère non réfléchi, non prémédité, non consciemment intentionnel de mon acte, mais je demeure l'auteur de cet acte qui exprime ma pensée la plus profonde, et il n'y en a pas d'autre. Je suis donc responsable de mes intentions, y compris de celles qui sont inconscientes. Même si l'inconscient correspond à un défaut de connaissance et de maîtrise, c'est tout de même moi qui ai agi, sans le faire exprès. Je ne peux pas dire c'est mon inconscient, car cette part inconsciente de moi est ma pensée et mon désir, et la justice oblige à ajouter à ce que je sais de moi ce que je suis censé savoir ou ce que je ne dois pas ignorer. Ce que je ne dois pas ignorer non plus, c'est que je suis responsable de mes actes même si je n'en suis pas le seul auteur. Nos actes s'insèrent souvent dans une longue chaîne d'actions collectives dont nous ne sommes qu'un maillon. Un fonctionnaire dans son administration, un soldat dans son armée, sont le plus souvent des exécutants éloignés de la décision et de ses conséquences. Suffit-il pour les innocenter qu'ils n'aient voulu consciemment ni les ordres auxquels ils ont obéi, ni leurs conséquences auxquelles ils ont pourtant contribué. Dans cette logique, quasiment plus personne ne serait responsable des crimes qui ont pourtant bien été commis par des hommes. Tout individu doit donc savoir que, même s'il n'est qu'une étape dans un processus collectif, il agit par lui-même, il est le co-auteur de la chaîne des actes.